Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble comment investir en prenant en compte la biodiversité. Ce qui nous amènera logiquement à évoquer la COP 15 qui a abouti mi-décembre dernier sur l'accord donc de Kunming-Montréal qui vise notamment à protéger 30% de l'espace planétaire en matière de biodiversité. Nous en parlerons dans un instant avec Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic, et nous nous demanderons surtout comment, en tant qu'épargnant, on peut prendre en compte la biodiversité dans ses placements. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à la récolte des préférences ESG des épargnants par les professionnels de la gestion de patrimoine. Une récolte des préférences ESG qui avait déjà lieu depuis quelques mois, depuis l'été dernier, mais qui est obligatoire à présent pour tous les professionnels des conseils en investissement. Quels sont les changements concrets que cela apporte depuis le 1er janvier dans l'écoute des épargnants, mais aussi dans les décisions d'investissement. Nous en parlerons avec Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine, mais aussi avec Kim Nguyen, président de Kermit. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons tout de suite avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable ou encore à impact de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir d'être en plateau avec Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Bonjour Anne-Catherine Husson-Traoré. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de comprendre ensemble comment investir en prenant en compte la biodiversité. On ne parle pas de climat aujourd'hui, mais bien de biodiversité, même si évidemment les deux sont liés. Et pourquoi parle-t-on de biodiversité début 2023 ? C'est parce que l'année 2022 s'est terminée sur la COP 15 qui a eu lieu à Montréal, qui aurait dû avoir lieu en Chine, mais qui a eu lieu à Montréal, où 190 États ont trouvé un accord visant à protéger, ou en tout cas un peu plus protéger la biodiversité sur la planète. On a notamment évoqué la création d'aires protégées sur 30% de l'espace planétaire, et c'est un accord finalement qui rejoint celui de l'accord de Paris sur le climat. C'est un peu l'idée. Oui, c'est là où il y a un rapport avec l'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, un peu à la surprise générale, finalement, on est sorti de cette COP, donc un processus onusien qui rassemble tous les pays, l'idée que sur 23 thèmes, il fallait absolument faire des transformations. On a un cap, puisque en plus, on doit tenir ses objectifs d'ici 2030. Bien sûr. Alors, bien évidemment, probablement, comme l'accord de Paris, ils ne seront pas forcément tenus, mais par contre, ils posent un cadre. Et à partir du moment où on a un cadre, des objectifs, des problèmes identifiés comme nuisant très clairement à la biodiversité, là, on peut commencer à travailler, d'une part, à regarder comment les entreprises traitent cette question, puisqu'elles ont par nature, surtout si elles sont industrielles, agroalimentaires, des impacts et une dépendance, puisqu'il y a deux dimensions en fait d'un point de vue financier, c'est évaluer l'impact de l'entreprise sur la biodiversité, mais évaluer aussi sa dépendance à la biodiversité. Donc le niveau de risque auquel elle fait face, si jamais il y avait une évolution... J'allais dire souvent, le plus simple à comprendre, c'est l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que si effectivement il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes, par définition, ou il n'y a plus de veaux, de vaches couvées et autres. Bien sûr, oui. Là, par définition, l'industrie agroalimentaire, elle va totalement devoir se transformer, s'adapter, et un certain nombre d'acteurs vont disparaître. C'est beaucoup moins évident pour d'autres métiers, mais par exemple qui sont très dépendants de l'eau. Pour faire des verres de lunettes, pour les microprocesseurs, il faut énormément d'eau et de l'eau pure. Et donc, si on a les deux crises en même temps, que sont celles du climat et celle de la biodiversité qui s'aggravent l'une l'autre, forcément, si vous avez besoin d'eau pure pour fabriquer des microprocesseurs et que vous ne l'avez plus, comment vous fabriquez vos microprocesseurs? Donc en fait, c'est très concret, les sujets de biodiversité. Mais alors là, pour le coup, on a un accord politique, un accord entre 190 États qui fixe des objectifs, mais qui ne trace pas non plus une feuille de route précise pour les entreprises et pour les financiers. Alors, c'est vrai, et d'ailleurs, certains lui ont reproché d'être assez... comment on dirait, mou du genou, c'est vraiment timide sur la question de la finance et des entreprises. C'est un peu global, comme vous l'évoquiez, les 30%. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même 23 objectifs. Et dans ces 23 objectifs, on voit bien que certains concernent à la fois l'économie et la finance. Il y a réduire la pollution, par exemple. Par définition, ça peut impacter. Bien sûr, oui. Et quand même, il y a une formulation qui est
Applications et mesures concrètes d'aide de la part du domaine de la finance durable et favoriser la divulgation des entreprises. Comprendre, ça c'est du français traduit de l'anglais. Bien sûr. Mais en gros, comprendre que bien sûr la finance durable doit prendre en compte ce fameux accord sorti de la COP15, premièrement, et deuxièmement, qu'on attend un reporting des entreprises, des données qui permettent de mesurer ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire impact et dépendance. Et ça, c'est quand même aussi important, puisque aujourd'hui, sur la biodiversité, honnêtement, on est très en retard par rapport aux questions climatiques, c'est-à-dire les empreintes biodiversité des entreprises ou l'évaluation de la contribution biodiversité d'un fonds. On est vraiment sur une toute petite niche aujourd'hui de l'offre de fonds durables. Surtout, on a une méthode de calcul aujourd'hui pour un fonds ou pour une entreprise Très clairement, on est en train... Alors, il y a un certain nombre d'acteurs, dont une filiale de la Caisse des dépôts qui s'appelle CDC Biodiversité, qui cherche une sorte de Graal qui serait l'équivalent de la tonne de CO2 pour la biodiversité. Mais vous imaginez bien la complexité de ce type d'outils. Alors, il y a des choses qui sont en train de s'élaborer, mais finalement... Comme quand on parle de biodiversité, on parle de la nature, on parle de choses très concrètes, on parle de la pollution plastique, on parle de la dépendance à l'eau, on parle de la dépendance à tel et tel écosystème. Donc en fait, vous pouvez non pas avoir une vision globale d'une empreinte biodiversité, mais vous pouvez très bien regarder comment telle ou telle entreprise ou tel ou tel fonds adresse le sujet. Donc si on prend les entreprises, aujourd'hui, Coca-Cola est considéré par exemple comme le premier pollueur plastique dans le monde. Bien sûr. Ce qui n'est pas forcément directement vrai, puisque ce n'est pas lui qui fabrique les bouteilles plastiques. En revanche, comme c'est ces bouteilles avec sa marque qu'on retrouve, aujourd'hui la question par exemple biodiversité pour ce genre d'acteurs de l'agro-industrie, c'est vraiment comment il réduit sa pollution plastique, puisque c'est un moyen de réduire son empreinte biodiversité. Donc la production de plastique pourrait être un critère parmi d'autres pour regarder l'impact positif ou négatif d'une entreprise sur la biodiversité. Alors bien sûr, d'autant plus qu'en ce moment se négocie particulièrement en 2023 un traité global, international, pour justement réduire la pollution plastique. Autre question, les pesticides. Donc en fait, par cette logique de protection globale de la biodiversité, on remet en cause des sujets qui ont été assez peu traités par le climat, parce que finalement, par le climat, on s'est focalisé sur les énergies fossiles et on n'a pas regardé tout le reste. Là, entre la chimie à travers les pesticides, entre la question du plastique, entre la question de tout ce qui est recyclage, au sens où, si on continue à ce rythme-là, à prélever des ressources naturelles de toute nature, des minerais aux produits agricoles, c'est pas tenable. Et ça aussi, c'est un message très clair qui est passé à la COP15, c'est qu'en fait, si on ne préserve pas la biodiversité, nous faisons partie de la nature en tant qu'espèce humaine. Et donc, c'est notre espèce qui est à risque, en fait. Alors, quand on est épargnant et qu'on veut prendre en compte un certain nombre de valeurs dans ses choix d'investissement, il y a des critères ESG pour tout ce qui est donc environnement, sociétal ou gouvernance. Il n'y a pas il n'y a pas la biodiversité qui est comprise dedans. Comment est-ce qu'on intègre un biais biodiversité dans ces placements? Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui concrètement? Alors, effectivement, et vous allez parler de préférence ESG, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un grand tout dans lequel chacun met des choses différentes. C'est vrai que les critères de biodiversité, dont ceux que je viens de mentionner, sont quelque part dans les grilles ESG globales. Pour avoir vraiment un peu de fléchage, on a aujourd'hui une petite partie du marché qui sont des fonds verts thématiques avec, on va dire, une forte exigence environnementale, donc qui, en gros, ont une approche positive de sélection de solutions environnementales plutôt protectrices de la biodiversité et qui, pour être cohérents, ont une politique d'exclusion qui s'applique aux plus grands destructeurs de la biodiversité. Alors, donc les plus grands utilisateurs de pesticides, par exemple. Alors, par exemple, on avait sorti en septembre 2021, donc il y a un peu plus d'un an, une étude là-dessus. Et en fait, on s'était aperçu, alors c'était une centaine de fonds, hein, on est souvent vraiment sur une petite niche, mais très verte, on va dire. D'accord. Oui. Donc ils sortaient en général l'huile de palme pour des questions de déforestation, les OGM. Tout ce qui est pâte à papier, parce que ça c'est vraiment très 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 polluant comme type de processus, les pesticides, l'élevage intensif. D'accord. Il y a en particulier beaucoup de grosses entreprises type élevage brésilien, etc., qui sont exclues de ce genre de portefeuille, mais aussi éventuellement l'exploitation minière et forestière. On voit effectivement que la question de l'exploitation du bois, par exemple, est remise en cause en Suède, mais aussi au Brésil. Le nouveau gouvernement Lula a nommé comme ministre de l'Environnement quelqu'un qui est vraiment très actif sur la lutte contre la déforestation. Donc, on voit qu'il va y avoir, si tout va bien,
une transformation de l'économie dans toutes ses dimensions aujourd'hui que peut entraîner finalement beaucoup plus l'accord sur la biodiversité que l'accord de Paris. D'accord. Parce qu'en fait, et c'est ça qui est surtout important, c'est des sujets tangibles, concrets, et donc on peut travailler plus simplement que la notion d'émission de gaz à effet de serre, si vous me permettez, qui est un peu gazeuse. Et alors, juste pour bien comprendre quand même les exemples que vous nous donnez, que ce soit pâte à papier ou déforestation ou autre, est-ce que avec une grille ESG classique, c'est des investissements qui sont toujours proposés à des épargnants? Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, l'ESG classique très large, il prend le marché tel qu'il est. Alors, je ne vais pas vous raconter que l'ensemble des grandes entreprises cotées sont complètement à fond sur la réduction de leur empreinte biodiversité. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est plutôt, et c'est ça que pourrait apporter l'accord de la COP15, c'est vraiment l'idée que si on veut être sérieux sur la biodiversité autrement qu'afficher une belle action à tel ou tel endroit de la planète, il va falloir vraiment avoir des critères beaucoup plus drastiques, qui sont évidemment différents selon qu'on est un agro-industriel qui a des problématiques d'emballage ou d'impact pesticides, par exemple, et d'une entreprise qui fabrique des microprocesseurs. Ça ne va pas être la même chose. Mais c'est vrai qu'on voit très bien que, et ça pourrait y pousser, à avoir, plutôt qu'un ESG qui embrasse large et qui finalement ne ramène pas grand-chose dans ses filets, d'avoir de l'ESG plus thématique, parce qu'il sera capable du coup de démontrer l'impact qu'aura eu cette analyse sur la sélection du portefeuille au final. Alors, pour bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que, alors vous l'avez un petit peu mentionné, une entreprise qui pratiquerait, je ne sais pas moi, l'économie circulaire par exemple ou autre, relèverait d'un coup d'un seul, aurait une meilleure note en matière de biodiversité par exemple? Alors oui, tout à fait, puisque un des moyens, c'est alors en plus très clairement dans le cadre européen, un des moyens finalement de proposer un système économique qui préserve le plus possible la biodiversité, c'est l'économie circulaire, puisqu'elle est à la fois basée sur le recyclage, sur la limitation autant que faire se peut du prélèvement sur les ressources naturelles. Donc tout ce qui relève de cette économie-là, et alors par contre, on a encore aujourd'hui très peu de fonds, parce qu'on a très peu d'entreprises où on est plutôt dans le monde de l'impact. Bien sûr, oui. Mais dans les grandes entreprises cotées, ça reste encore marginal. Sauf que, et on le voit très bien par exemple sur la question des minerais, c'est-à-dire que les besoins actuels, si on continue les tendances, la Terre ne pourra pas, la Terre, la mer, rien ne pourra produire ce dont on a besoin. Donc il va bien falloir accélérer considérablement sur les capacités de recyclage, de réutilisation, de réemploi. Et donc cette économie circulaire, elle est l'économie de demain. Mais pour l'instant, pour l'identifier au sein de l'ESG, il faut aller très en profondeur. Mais je pense que ça va se développer très vite. Merci beaucoup Anne-Catherine Husson-Traoré d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Novetic. Merci de nous avoir expliqué comment investir en prenant en compte la biodiversité. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine où nous allons tenter de comprendre le degré de préparation de la profession face à l'obligation de récolter les préférences ESG des épargnants pour l'ensemble des personnes pratiquant un conseil en investissement financier vis-à-vis d'épargnants. Si un certain nombre de la profession, si une certaine partie de la profession avait déjà cette obligation depuis août dernier, toute la profession doit à présent depuis le 1er janvier récolter les préférences ESG des épargnants. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine. Bonjour Guillaume Lucchini. Et d'être accompagné également par Kim Nguyen, président de Kermit. Bonjour Kim Nguyen. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Une question qu'on traite assez régulièrement avec vous d'ailleurs, Kim Nguyen, sur le degré de préparation de la profession. Alors quand je dis degré de préparation, c'est pas est-ce que la profession a envie de se préparer ou non, c'est est-ce qu'elle a toutes les cartes en main aujourd'hui pour pouvoir demander les préférences ESG des épargnants dans un premier temps et surtout ensuite mettre en place une stratégie qui permet de respecter les préférences ESG des épargnants. Oui, je crois qu'on peut commencer par repositionner ce qui est MiFID dans la grande chaîne en fait, de la réforme, puisque, comme vous savez, on a parlé de SFDR, des produits qui sont aujourd'hui article 8, article 9, on ne va pas revenir dessus, mais il y a déjà, les sociétés de gestion sont déjà ont déjà créé des produits depuis longtemps. Il y a en bas de la chaîne, il y a les entreprises qui vont devoir aussi publier un certain nombre d'informations, mais ça ne sera pas avant 2024, il ne faut pas l'oublier, donc on avance un peu en ordre dispersé. Puis au bout de la chaîne, il y a effectivement les préférences de l'investisseur qui sont un peu la clé, savoir ce qu'il va vouloir lui faire avec son argent et dans quel sens il va vouloir évoluer, sachant que effectivement la finance responsable c'est large, il y a plein de sujets, il y a la biodiversité dont on vient de parler,
parler, il y a le climat, qu'est-ce qu'on veut faire de notre argent. Et ça, c'est vraiment une des clés. Et comme vous l'avez rappelé, c'est obligatoire. Il y avait un départ en août. En France, on avait une dérogation pour les CIF, qui sont un statut un peu particulier à la France, qui est dérogatoire dans le règlement européen. Donc, on a eu un décalage pour eux, les CIF, mais depuis le 1er janvier, donc depuis quelques jours, ça y est, c'est obligatoire pour tout le monde. Donc maintenant, effectivement, de la même manière qu'avant, effectivement, on était obligé de demander aux investisseurs leur appétence au risque, de se renseigner un peu sur leur position familiale, sur leur argent à placer, etc. Aujourd'hui, il va falloir leur demander ce qu'ils veulent faire d'un point de vue durable. Ça, c'est une obligation maintenant. Mais le sujet, c'est que donc, quand on parle d'appétence au risque, il y a une manière très précise de récupérer ces informations et de donner un score d'appétence ou d'aversion au risque. En matière de préférence ESG, les choses sont un petit peu plus floues sur le sujet. Alors, il y a eu quand même des directives données par l'ESMA, donc l'autorité européenne des marchés financiers. En revanche, il n'y a pas de demande codifiée pour tous les CGP ou tous les conseils en investissement financier en France. Peut-être Kim Nguyen et ensuite Guillaume Lucchini. C'est là où, alors effectivement, on pourrait échanger, mais c'est vrai que c'est là ça va devenir très compliqué parce qu'il y a des points obligatoires. La réglementation, elle impose certains points. Il y a 3 points qui sont de passage qui sont obligatoires. Après, effectivement, c'est assez libre, mais sachant que le sujet est tellement complexe qu'on a du mal aujourd'hui à voir comment on va pouvoir expliquer et recueillir la vraie préférence des investisseurs. Et ça devient tout l'enjeu du questionnaire ou d'un questionnaire, mais aujourd'hui dont on n'a pas encore de modèle universel. On en l'évoquait il y a quelques minutes. Ça va devenir un sujet très très important aujourd'hui. Effectivement, de pouvoir non seulement recueillir cette préférence et puis après de la traduire dans un portefeuille financier. C'est le vrai enjeu. Guillaume Lucchini, alors l'année 2023 vient à peine de débuter, mais est-ce que vous avez vu une manière différente de procéder dans les rendez-vous que vous pouviez avoir avec des épargnants du fait de cette obligation de récolter maintenant les préférences ESG des épargnants? Alors, j'en parlais avec Kim juste avant. Je pense que cette volonté d'inscrire cet engagement de durabilité, d'environnement, de climat, elle est propre et un peu à l'ADN finalement de chacun des conseillers. Parce qu'on l'a vu dans les différents sondages qu'il y a pu y avoir ces dernières années, c'est qu'on s'est rendu compte que si on ne parlait pas de durabilité, c'est que très souvent, l'intermédiaire financier n'avait pas les cartes en main pour en parler et n'avait pas forcément un intérêt particulier à en parler. Donc je pense que beaucoup de cabinets de conseil qui ont intégré ce volet climat, ce volet engagement, très souvent avec des départements philanthropie comme chez nous, on a un ADN qui est plus fort sur ces sujets-là. Et on s'est bien évidemment préparé depuis très longtemps parce qu'on intégrait ça sans forcément avoir finalement cette obligation réglementaire. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on fait nous par envie, ça devient une obligation pour beaucoup. Donc c'est là où on change de paradigme. Avec quand même, alors il n'y a pas de questions qui sont écrites pour vous, mais il y a quand même des points très, très spécifiques à respecter. Est-ce que ça change complètement la manière dont on aborde une discussion avec un épargnant? Parce qu'il faut échanger avec lui. J'imagine qu'on ne lui demande pas simplement est-ce que vous avez envie qu'on prenne en compte ou non des critères ESG. Là, la réponse serait trop facile. J'imagine qu'il faut aller un petit peu plus loin. Exactement. C'est toute la question, et notamment, on le voit, puisque je suis président d'une commission ISR à l'ANACOFI. Et comme on en parlait aujourd'hui, toutes les associations sont en discussion avec les autorités de régulation sur ce fameux questionnaire qui sera proposé aux différents adhérents, puisque ce questionnaire peut être différent d'une association à l'autre. La question, comme on le disait avec Kim, c'est qu'il respecte quand même un certain nombre de points. Et on voit que le sujet, c'est sur la granularité de l'information, parce que parler d'ESG, est-ce que vous souhaitez faire du bien au climat par votre investissement? Il y a rarement des gens qui vous disent non, ça arrive, je veux détruire la Terre. Assez peu. Mais la question, c'est toute la granularité qu'on va y apporter. Et puis le véritable problème, il n'est pas finalement dans le questionnaire et dans le recueil de l'information. Parce que typiquement, je pense que dans un rendez-vous de découverte avec un client, c'est peut-être là où on va le plus échanger, puisque ça va nous permettre de connaître la personne, ses envies. On va générer une interaction qui est plus forte que sur le domaine financier pur, puisqu'on le sait très bien que la majorité des clients et des investisseurs français, ils sont quand même très profanes sur les domaines financiers. Donc parler finalement du risque climatique, du réchauffement, des rapports du GIEC, c'est des choses qu'ils entendent très régulièrement. Donc je pense que ça favorise d'autant plus la discussion. Maintenant, toute la complexité, et comme Kim le disait, c'est plutôt comment je vais le traduire en acte, parce que c'est bien beau de recueillir la volonté du client, mais de l'autre côté, très souvent, faut savoir que le conseil, il est, on va dire, encadré dans des produits qui sont très souvent des produits d'assurance vie. Donc, c'est on a l'assureur. L'assureur, c'est lui qui fait un référencement du côté il a sa propre stratégie. Des sociétés de gestion, des fonds, etc. Donc, au final, on se retrouve à recueillir un consentement, la plupart du temps, qui est très large, avec un environnement qui est sous contrainte, qui est
encore plus contraint avec ces normes SFDR et autres. Et en fait, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'avant d'avoir les rapports extra-financiers, qui sont des obligations plus 2024, on vient demander aux intermédiaires financiers de contraindre justement cette complémentarité entre recueil d'informations, besoins, objectif et finalement le sous-jacent qui est le produit financier. Sauf que derrière, on n'a pas les outils pour flécher les investissements selon la volonté des épargnants. Je pense que ces outils, là encore, chaque cabinet n'est pas équipé de la même façon. C'est que quand vous avez des cabinets qui sont des cabinets de grosse taille, vous avez accès à des outils professionnels qui vous coûtent d'ailleurs une fortune, qui vous permettent effectivement d'ouvrir le capot et de pouvoir vraiment avoir des filtres et de savoir exactement ce que j'ai dans le portefeuille. Quand vous êtes un CGP, que vous avez 3 personnes dans votre cabinet, c'est des outils que vous n'avez pas. Donc la question qui va se poser justement, c'est comment ces cabinets vont être en capacité demain de pouvoir faire justement cette interaction entre besoins clients au-delà du profil de risque qui était on va dire le premier échelon et le produit au final qui est lui-même très peu lisible avec en plus on va dire une réglementation qui englobe taxonomie, SFDR, label, enfin c'est... Kim Nguyen, si j'entends ce que nous dit Guillaume Lucchini, est-ce que le risque, c'est pas justement de se retrouver avec une discussion avec l'épargnant qui serait trop flou volontairement pour pouvoir ensuite avoir quelque chose qui rentrerait dans les cases de ce qu'on pourrait lui proposer? Flou, je ne sais pas, parce que je voudrais revenir sur ce que disait Guillaume, tout à fait exact, et qui est vraiment important pour moi. Je pense que le problème de la taxonomie, pour moi, il cristallise beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'on va demander, et ça c'est un des points obligatoires, on va demander à l'épargnant le pourcentage de taxonomie, d'alignement taxonomie qui va dans son portefeuille. Et pour moi, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que, 1, il faut qu'ils comprennent la question. Est-ce qu'il faut qu'ils sachent ce que c'est que la taxonomie ? Voilà. Que le CGP sache ce que c'est que la taxonomie. Déjà, il y a 2 sujets. Et donc là, il y a un vrai enjeu de formation, dont on a déjà parlé quand on s'était vu précédemment, mais je pense que c'est vraiment crucial, et laisse-moi la souligner en septembre, le rôle du conseiller est un vrai rôle de passeur d'informations, de transmission, d'explication sur ce sujet-là. Et puis après, la taxonomie, une fois que le client, admettons qu'il vous dise 20%, il faut avoir les chiffres, et aujourd'hui, on ne les a pas. Et donc c'est là où on avance en ordre dispersé, où les pièces du puzzle se mettent, mais pas tous au même rythme. Et donc, c'est assez compliqué. Et donc, c'est là où on a, normalement, on a quand même des questions très précises, très pointues. Je dis, le pourcentage d'alignement, c'est un chiffre très clair qu'il faut écrire. Mais si on n'a pas les outils et si la personne ne comprend pas, on est dans une vraie difficulté avec le problème de ce qu'on en parlait aussi avec Guillaume, c'est de dire, oui, mais à un moment, on risque la question fourre-tout, c'est-à-dire, vous comprenez pas et du coup, faites-moi confiance, je le ferai pour vous, quoi. Et cochez la case et vous signez. Et là, on va se retrouver avec business as usual. Les gens vont faire effectivement. On aura signé un papier en plus, mais on fera exactement comme avant. Exactement. Et c'est pas l'enjeu. Je pense que l'enjeu là, il est beaucoup plus large que ça. Si on veut vraiment que la finance elle avance, il va falloir que tout le monde s'y mette là-dessus. Et ça commence par les CGP qui sont intermédiaires, les sociétés de gestion, les produits. Mais tout ça, les maladies, ils sont conscients que ça avance en ordre dispersé, mais que il faut que la machine avance parce que sinon, on démarrera jamais. Donc là, on est tous dans une position inconfortable, mais je crois que malheureusement, il va falloir s'y faire un petit peu. Non, mais je pense que, comme le disait Kim, il y a un volet qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en obligeant, on va augmenter la communication justement sur cet aspect-là dans la finance. Et jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était très peu présent, puisque le maillon qui est important, c'est la personne qui va conseiller. Si le conseil ne propose pas, ou n'a pas d'obligation, finalement, c'est quelque chose qui reste très parcellaire. Et c'est tous les chiffres des différents rapports qui ont pu être rédigés sur le sujet ces dernières années, c'est de dire que la majorité des Français aimeraient pouvoir aligner conviction, éthique et investissement. Et très souvent, c'est l'intermédiaire qui va s'occuper justement de cette intermédiation financière, qui est très souvent très peu armé et qui ne va pas le faire. Maintenant, en obligeant, on va quand vous dites que ajouter de la communication. La majorité des Français aimeraient, ça veut dire que c'est des sujets qui sont soulevés par les épargnants dans les discussions que vous pouvez avoir avec eux, ou c'est quand même à l'intermédiaire financier d'amener le sujet ? Je pense que là-dessus, il y a une vraie différence en fonction des générations, des générations de clients. C'est-à-dire que quand vous prenez la génération qui a aujourd'hui 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils sont beaucoup plus impactés par ces sujets-là que quelqu'un qui a 60, 70 ans. Et c'est vrai qu'il y a une lame de fond qui vient justement par la jeunesse. Et c'est ça qui est intéressant. C'est là où on voit que les jeunes sont beaucoup plus impliqués dans ces notions de climat, d'environnement. Enfin, on voit Greta, des gens comme ça. C'est quelque chose de nouveau, mais parce que c'est des gens qui s'intéressent beaucoup plus à l'écologie, à l'environnement et ce que va devenir la planète. Et ça, je pense que ça, c'est une force. Et c'est ce qui fait que, finalement, le conseil est obligé aussi d'évoluer parce que
son entourage, sa clientèle demain, c'est une clientèle qui sera en demande sur ces sujets-là. Mais alors justement, Kim Nguyen, je prends l'excès inverse. On se retrouve en face d'un épargnant qui sait exactement ce qu'il veut et qui, lui, est intéressé essentiellement par des investissements avec un biais climat. C'est son sujet, ses valeurs à lui ou à elle. Est-ce que là, l'intermédiaire financier est suffisamment armé pour orienter les investissements que dans ce sens-là et s'extraire, par exemple, du volet social ou gouvernance qui sont aussi dans les normes ESG? Je crois qu'on va revenir sur ce qu'évoquait Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la taille du CGP et les outils qu'il emploie, parce que clairement, aujourd'hui, compte tenu du fait que je disais avant, c'est-à-dire les sociétés de gestion ont évolué, donc il y a des produits thématiques, il y a des choses. Le problème, c'est qu'il faut être capable de les trouver, il faut être capable de les exploiter, il faut qu'ils soient référencés dans l'assurance vie avec lequel le conseiller travaille, et puis après, il faut qu'il soit capable de reporter le conseiller là-dessus, de dire, bah oui, dans tous vos investissements, parce qu'il n'y a pas qu'un seul fonds, il y aura plusieurs unités de compte, qu'on fasse une synthèse et que je sois capable de vous dire, voilà où est-ce que vous en êtes par rapport à vos objectifs climat. C'est énorme. Et ça, pour un CGP, petit CGP qui a quelques dizaines de clients, ça va devenir un problème insurmontable qui peut, alors j'espère pas, parce que je pense que tout le monde a son utilité, mais il ne faut pas que ça crée une fracture dans la profession entre les gros cabinets et les petits cabinets qui ne peuvent pas survivre parce qu'on leur a mis trop sur le dos d'un coup. Donc je pense que c'est un vrai danger qu'on voit un peu aussi sur les sociétés de gestion. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tonne d'obligations réglementaires qui tombent, on voit qu'il y a quand même une rupture aujourd'hui dans le monde des sociétés de gestion entre les petits qui suivent tant bien que mal et qui ont parfois du mal à suivre au rythme qui leur est imposé, puis les gros qui se dotent d'outils, de bases de données. Et donc ça, c'est un vrai risque de fracture. Alors je pense que tous les CGP, quelle que soit leur taille, ont un rôle à jouer aujourd'hui dans l'accompagnement. Donc ça, mais ça va être beaucoup plus lourd pour un petit CGP quelque part. Bien sûr. Enfin, quand on dit petit, en tout cas pour un cabinet de taille... C'est un sujet qui est important parce que si on met de la granularité, ça veut dire qu'on est capable de faire du sur-mesure et de la personnalisation d'une famille à l'autre. Mais cette personnalisation, si vous avez 25 fonds pour la famille 1, 25 fonds différents pour la famille 2 et que vous avez 300, 400 000 oui, on fait du sur-mesure. Ou beaucoup, plusieurs milliers de clients, comment vous faites pour suivre ces portefeuilles-là? Parce qu'en fait, la notion derrière aussi, c'est le suivi. C'est qu'à un moment donné, l'ultra-personnalisation, l'inconvénient de tout ça, ça veut dire que j'ai des portefeuilles qui peuvent être complètement différents d'une famille à l'autre. Et en termes de suivi, c'est compliqué. Et donc, du coup, là, on revient sur l'autre obligation réglementaire qui est le profil de risque. Oui. Et donc, le profil de risque et aussi l'adéquation, parce qu'on en parlait. Ouais. Enfin, là, on parle beaucoup du questionnaire, qui est la partie initiale, mais après, il va falloir que le CGP il fasse une adéquation, qu'il vérifie que le portefeuille est toujours en ligne avec ce que. Alors que le portefeuille peut évoluer, effectivement. Évoluer, donc ça veut dire qu'il faut les outils pour récupérer l'information, il faut les outils pour traiter l'information. Donc là, on est dans une. Puis on l'a vu avec notamment Amundi, qui est référencé de l'article 9 en article 8. Donc quand vous faites votre allocation et que vous avez ce type d'événement qui intervient, voilà, c'est des choses que. Aujourd'hui, une petite structure n'est pas en capacité d'apprendre. Et puis, je pense que même les grosses, puisque les grosses, finalement, c'est juste un multiple de clients. C'est pas plus en cours pour des plus gros clients. Très souvent, c'est un multiple pour plus de clients. Même les grosses structures ne vont pas être capables de faire ça. Je pense pas. Et le risque qu'on a, comme le disait Kim, c'est qu'on arrive à un schéma où j'ai un peu une casse fourre-tout. Et dans mon allocation, j'ai du E, du S et du G. Et puis, je pondère un tout petit peu d'un côté ou de l'autre, mais je ne suis pas dans l'ultra-personnalisation comme ce que voudrait le... Il nous reste encore quelques secondes. Kim Nguyen, qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre cela possible si j'entends qu'aujourd'hui, dans le schéma actuel, ça n'est pas possible? Je pense qu'il y a déjà une problématique de mutualisation, mais que des associations comme l'Anacofi peuvent essayer d'apporter avec des questionnaires standards qui vont aider tout le monde. Et puis, vraiment, il y a une problématique de formation qui passe par la formation des intermédiaires et eux-mêmes qui iront former les particuliers, parce qu'il faut que tout le monde soit conscient que, comme sur la consommation ou sur l'énergie, avec la finance, on peut aussi essayer de faire quelque chose. Merci beaucoup, Kim Nguyen, président de Kermit. Merci, Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.